Merci à tout le monde d'être venu à soir. Il y en a peut-être parmi vous qui sont venus pour l'événement Le Monde en révolte. Il y avait ce poster-là, je pense, dans l'université. Mais on a changé le thème de l'événement de ce soir. Donc, on avait prévu au départ, justement, avoir une conférence sur tous les mouvements qu'il y a eu à l'automne passé un peu partout dans le monde. Puis ceux qui ont suivi l'actualité auront remarqué un mouvement de masse au Chili, une insurrection en Équateur, une révolution au Liban, des mouvements de masse en Irak et en Iran aussi. Mais malheureusement, moi j'aimerais mieux discuter de ça, mais les événements que Omar a brièvement décrits sont arrivés, puis je pense que ça pose des questions importantes pour le mouvement ouvrier, pour tous ceux qui veulent militer pour un monde meilleur aujourd'hui. Fait que oui, comme Omar l'a dit, il y a eu une attaque le 3 janvier des Américains de l'administration Trump, où ils ont tué justement le général iranien Qassem Soleimani et 9 autres personnes dans un bombardement à un aéroport de Bagdad, donc en Irak. Puis ça représente vraiment une escalade dramatique des tensions qui existent déjà depuis longtemps entre l'Iran et les États-Unis. Puis, suivant cette attaque-là, Trump a annoncé par son média favori, Twitter, qu'il allait bombarder, qu'il menaçait de bombarder 52 sites iraniens, dont des nombreux sites culturels. Et il a ensuite dit aussi sur Twitter, si vous cherchez un hobby, lisez le Twitter de Donald Trump, c'est très plaisant, c'est très amusant en fait, je devrais dire. Donc il a dit, suivez-moi sur Twitter pour savoir les prochaines actions qu'on va prendre contre l'Iran. Il a dit ça, il s'adressait au Congrès américain. Suivez-moi sur Twitter, vous allez voir ce qui s'en vient. Donc c'est ça, donc on a à peine eu le temps de célébrer la nouvelle année que déjà il y a des nouveaux conflits au Moyen-Orient. Puis bon, ça a été justifié par Trump en disant que le général Soleimani, qui était d'ailleurs un très haut placé en Iran, c'était le terroriste numéro 1 dans le monde, qui préparait des attaques imminentes contre des Américains, qui devaient être arrêtés, qu'il était déjà responsable de la mort de 600 Américains. Puis je vais revenir plus tard sur la question du régime iranien lui-même. C'est clair que Soleimani n'était pas un saint, si on veut. Mais ici, ce qu'on a, c'est l'assassinat en territoire étranger, dans un pays souverain, de 2 dirigeants étrangers, donc une exécution sans procès, sommaire. Prenez juste 2 secondes pour imaginer si c'était l'inverse qui était arrivé. Si l'Iran avait fait ça en territoire américain, vous imaginez facilement ce serait quoi la réaction de Donald Trump et sa gang. Donc encore une fois, on a les États-Unis qui vont mettre le feu au Moyen-Orient. Puis je pense que notre premier devoir, en tant que militants au Canada, en Occident, le premier devoir, c'est de nous opposer de toutes nos forces à toute attaque de l'impérialisme au Moyen-Orient. C'est notre premier devoir qu'on a sur nos épaules. C'est une attaque non provoquée avec pour seul objectif de renforcer l'impérialisme américain qui est de loin la force la plus réactionnaire de toute la planète. Puis c'est notre rôle aussi de démasquer l'hypocrisie de nos dirigeants. Une hypocrisie qui est vraiment qui n'a aucune limite. Puis s'il fallait que je fasse une présentation sur l'hypocrisie des États-Unis, on n'en sortirait pas. Fait que je vais vous épargner ça. Mais si on prend juste le cas de l'assassinat de Soleimani, Trump a dit c'est une mesure défensive. Donc Soleimani c'est un terroriste, comme j'ai dit, préparait une attaque imminente. Et donc Trump a dit, à partir du moment qu'il questionnait, y avait-tu vraiment une attaque imminente? Et il a dit, moi je pense que oui, mais ça ne dérange pas parce que l'important c'est ce que Soleimani a fait par le passé. Donc ça ne dérange pas s'il y avait une attaque imminente ou pas, l'important c'était de le tuer sans procès. Puis les mêmes personnes qui disent que Soleimani préparait une attaque imminente, c'est les mêmes personnes qui, en 2003, quand la guerre en Irak a commencé, disaient que l'Irak avait des armes de destruction massive qui pouvaient être utilisées tout de suite. En fait, il y a un journal que j'ai trouvé, vous l'avez sûrement vu sur Facebook ou autre, c'était le Evening Standard, journal britannique, 45 minutes from attack. Ça, c'était les armes de destruction massive en Irak. Donc, c'était le genre de propagande qu'il y avait dans les médias. Donc, il y avait une attaque imminente de l'Irak qui pouvait s'en venir n'importe quand. C'est le même monde aujourd'hui qui dit que Soleimani allait attaquer les États-Unis très bientôt. Puis, mais ceux qui sont trop jeunes pour se souvenir de la guerre en Irak, ou du moins de son début, mais ça a été prouvé que c'était complètement faux. Il n'y en avait pas d'armes de destruction massive
en Irak. Puis bon, peut-être que Soleimani est responsable de la mort de 600 Américains, mais si c'est le cas, comparons avec l'occupation en Irak. Ça fait 1 500 000 morts par la faute de l'invasion américaine. Donc on voit ici, c'est qui le vrai agresseur dans la situation. Donc Trump dit aussi que Soleimani c'est un représentant du mal, c'est un meurtrier. Mais là aussi, on sait très bien que les États-Unis n'ont aucun problème avec les régimes meurtriers et les représentants du mal, si on veut le dire comme ça. Trump, c'est un allié très précieux du régime de Netanyahou en Israël, qui opprime les Palestiniens depuis très longtemps. C'est aussi un grand ami de Mohammed bin Salman, le dirigeant de l'Arabie Saoudite, donc un pays très démocratique où les femmes n'avaient pas le droit de chauffer jusqu'à tout récemment et où les opposants se font lyncher, et un pays qui mène une guerre contre le Yémen, appuyé par les États-Unis. Donc les États-Unis n'ont jamais eu de problème à appuyer des dirigeants ou des régimes meurtriers, que ce soit au Moyen-Orient ou ailleurs. Je pense que le point fondamental, c'est que les vrais criminels au Moyen-Orient, les plus criminels, c'est la classe dirigeante américaine et les grandes entreprises, les politiciens qui sont autour d'eux. Mais qui sont eux. Puis c'est ça. Donc l'attaque de Trump contre Soleimani, ça n'a rien à voir avec Soleimani en tant que tel. Donc Trump a agi comme d'habitude par pur intérêt personnel. Donc d'abord voulait faire dévier l'attention du fait qu'il est mis en accusation, donc le fameux impeachment. Voulait rallier la population derrière lui, susciter une vague de patriotisme, de nationalisme, pour essayer de se faire réélire en novembre cette année. Aussi, les États-Unis, l'administration Trump a subi une série d'humiliations au Moyen-Orient aussi, dans la dernière période. En septembre, l'Iran avait attaqué... avant ça, il y avait en juin, l'Iran avait abattu un drone américain sans que Trump fasse rien. En septembre, l'Iran avait attaqué des installations pétrolières en Arabie Saoudite sans qu'il se passe rien. Et donc, en tuant Soleimani, donc il y avait eu aussi l'ambassade américaine en Irak qui avait été attaquée par une milice chiite là-bas, qui est supposément appuyée par l'Iran, mais ça a été de trop pour Trump, et il a décidé de tuer Soleimani. Il voulait justement compenser pour une série de défaites, et aussi pour le fait qu'en général, dans la dernière période, l'influence des États-Unis est en train de décliner au Moyen-Orient, de relativement décliner. Mais je vais revenir à ça plus tard. Donc Trump voulait renverser la vapeur, si on veut. Puis il y a aussi une frange dans l'establishment américain, les fanatiques de droite qui essaient de pousser depuis longtemps pour un conflit avec l'Iran pour, si on veut, rehausser le prestige des États-Unis. Donc, ils aient une position de force au Moyen-Orient. Puis bon, c'est pas non plus la première attaque des États-Unis contre l'Iran. Trump avait failli ordonner que des missiles soient lancés contre l'Iran en juin cette année. Il s'était ravisé à la dernière minute. Puis même en 2018, l'année passée, Trump avait rétabli des sanctions économiques extrêmement sévères contre l'Iran. Donc, c'est vraiment l'équivalent d'une guerre économique contre le pays. Puis, les premiers à souffrir de ça, c'est les travailleurs et les pauvres en Iran. Fait que quand vous voyez, encore une fois, sur le Twitter de Trump qui dit « I'm with the Iranian people », c'est complètement fou, comme on le sait. Donc, et c'est ça, l'attaque de Trump contre l'Iran, ça n'a rien de nouveau, ça s'inscrit dans la suite de toute la politique américaine au Moyen-Orient, qui considère vraiment la région comme une espèce de courbe en arrière où ils peuvent aller changer des régimes quand ils veulent, mettre la main sur des ressources naturelles, créer des guerres pour satisfaire leurs intérêts, leur soif de faire des profits rapides pour les grandes entreprises. Donc, c'est la continuation de l'invasion de l'Afghanistan, de l'Irak, du fait qu'ils ont créé un énorme gâchis en Libye, en Syrie, etc., etc. Puis bon, je vais avoir l'air de me répéter, mais notre ennemi principal pour nous au Canada, ce sont nos propres dirigeants qui sont en train de détruire le Moyen-Orient depuis des décennies. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'il faut pour autant ne pas critiquer le régime iranien, la République islamique. Il faut comprendre en fait que Soleimani et le régime en Iran sont eux aussi
réactionnaires et doivent être combattus par les travailleurs. Le régime actuel, c'est lui qui a tué des milliers de communistes dans les années 80. C'est un régime qui impose l'austérité aux travailleurs, qui privatise l'économie d'un bout à l'autre. Juste un exemple, l'industrie du sucre était nationalisée. Ils l'ont complètement privatisée en 2002 et 2008. Puis ils sont en train de juste graduellement démanteler cette industrie-là complètement. Ils vendent ça à des jeunes nouveaux riches de genre 27-28 ans qui font juste sacrer les travailleurs à la porte puis démanteler l'industrie. Puis c'est fréquent en Iran que les travailleurs ne sont pas payés pendant des mois et des mois. Donc c'est un régime qui doit être combattu au final. Puis ce qui est intéressant, c'est que depuis 2018 en particulier, ça remonte avant ça, mais depuis 2018, il y a eu une série de mouvements de masse en Iran contre la République islamique. Donc au début 2018, il y a eu des manifestations, des manifestations très étendues à travers le pays. Il y a eu des banques qui ont été attaquées, des slogans très radicaux qui ressortaient de ce mouvement-là. Mort aux dictateurs, le peuple est pauvre pendant que nos dirigeants vivent comme des dieux. Ils criaient quoi d'autre? Mort au chômage, étudiants et travailleurs, unissons-nous, des trucs comme ça. Donc ça, c'était au début 2018. En mars 2018, il y a eu un mouvement des étudiants, ensuite un mouvement des fermiers iraniens. Puis vers la fin 2018, il y a eu des grèves extrêmement radicales qui ont éclaté dans l'industrie du sucre, dans l'acier aussi. Dans l'industrie du sucre, ils demandaient en fait la renationalisation de la plantation de sucre qui avait été privatisée. Ils demandaient qu'elle soit renationalisée et prise en main par les travailleurs eux-mêmes. Donc extrêmement radical. Dans l'acier, on avait des manifs où les gens disaient l'exploitation et l'esclavage sont le drapeau du système capitaliste. Étudiants et travailleurs, unissons-nous. Les menaces et les emprisonnements ne vont pas nous arrêter. Donc ça, c'est le mood qu'on a en Iran depuis un certain temps. Puis, pas plus tard qu'une couple de semaines avant l'assassinat de Soleimani en janvier, donc en novembre, il y avait un mouvement de masse extrêmement radical qui a duré quelques jours ou même plus en Iran. Donc, il y avait eu une coupe des subventions au pétrole annoncée par le gouvernement iranien, des subventions qui sont absolument nécessaires pour les pauvres en Iran. Et les gens ont répliqué en allant dans la rue, en brûlant des banques, brûlant des photos de Khamenei, le guide suprême en Iran. Et possiblement jusqu'à 200 000 personnes auraient participé à ça, ce qui pour un pays très répressif comme l'Iran c'est pas rien du tout. Et le régime iranien a répliqué vraiment de la manière la plus brutale qu'on peut imaginer. Il y a eu un blackout total d'Internet pendant une couple de jours. C'est comme si l'Iran était coupé du monde. Et pendant ce temps-là, le régime a envoyé presque toutes ses forces armées dans les rues. Il y a eu, à ce qui paraît, jusqu'à 1500 morts de cette répression-là en Iran. 4800 blessés, c'est probablement une sous-estimation, puis au moins 7000 personnes arrêtées. Ça, c'est le régime qui a dit ça. Donc, là aussi, ça doit être plus élevé. Puis l'Iran, ben, c'est pas le seul pays au Moyen-Orient où il y a eu un mouvement de masse récemment. Il y a eu en Irak, il y a eu un mouvement en octobre dernier. Au Liban, ils ont renversé le premier ministre au mois d'octobre. Il y avait un tiers de la population qui était dans la rue au Liban au mois d'octobre. Puis la raison que je mentionne ces mouvements-là, c'est notamment pour montrer c'est quoi le rôle de l'Iran et de Soleimani dans ces mouvements-là. En fait, en Irak et au Liban, Soleimani lui-même s'est rendu dans les deux pays pour conseiller les dirigeants sur comment écraser le mouvement. Il s'est rendu en Irak dans une visite surprise, puis il a dit « Nous, en Iran, on sait comment dealer avec des manifestations. On l'a fait par le passé, puis on a mis les choses sous contrôle. » Puis à ce qui paraît, la même chose s'est produite au Liban, où Soleimani s'est rendu conseiller le régime sur comment écraser les travailleurs et les pauvres. Donc la raison que je mentionne ça, c'est que Soleimani et le régime iranien sont aucunement des alliés des travailleurs et des pauvres au Moyen-Orient. Puis même s'il faut s'opposer de toutes nos forces à toute attaque des impérialistes au Moyen-Orient, ben, on peut pas pour autant soutenir la République islamique qui opprime les travailleurs. Puis en fait, le fait de tuer Soleimani, ça a en fait renforcé, dans un certain sens, au moins à court terme, la République islamique. Ça n'a pas renforcé les États-Unis.
Je vais expliquer ce que je veux dire par là, ça pourrait avoir l'air un peu étrange. Mais donc, à cause des manifs de novembre, le régime iranien était extrêmement discrédité, très, très affaibli par ça. Mais l'assassinat, ce que ça a permis au régime, c'est de dire à sa population, on est attaqué, mettez-vous derrière nous contre les États-Unis, essentiellement. Puis c'est ça qui est arrivé. Les funérailles de Soleimani, c'était des milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes qui sont sorties pour ça en Iran. Il y a eu, à ce qui paraît, jusqu'à 500 000 personnes en Irak pour, justement, les funérailles de Soleimani. Donc, ça a donné, si on veut, on dit ça, une bouée de sauvetage au régime là-bas. Puis ça montre aussi que même si les masses haïssent leur propre régime là-bas, comme on l'a vu dans les manifs à l'automne, ben, ils haïssent probablement encore plus l'impérialisme américain. Puis je vois vraiment pas qui peut leur en vouloir. Puis donc après ça, en Irak, le Parlement irakien a voté pour mettre fin à l'entente avec les États-Unis, ce qui leur permettrait d'expulser les troupes américaines qui sont encore en Irak. Puis la réplique de Trump, ben, il a poliment refusé. Et il a menacé d'implanter des sanctions contre l'Irak. Donc, s'il y en a qui se rappellent, la guerre en Irak, startée en 2003, c'était pour apporter la démocratie en Irak. Fait qu'ils ont détruit l'État irakien, l'ont remplacé par un autre. Et là, le Parlement irakien décide d'expulser les États-Unis et ils disent « Ah non, ça c'est pas la démocratie qu'on voulait. » Donc, on voit bien c'est quoi le genre de démocratie que les Américains apportent au Moyen-Orient. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens, je ne sais pas pour vous, beaucoup de gens dans mon entourage qui se posent la question, est-ce qu'il va y avoir une guerre ouverte entre l'Iran et les États-Unis? Il y a même des memes sur Facebook, beaucoup là-dessus. Mais je pense qu'une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les gouvernements américains ou iraniens profiteraient vraiment de ça, d'une guerre en ce moment? Si on regarde du côté des États-Unis, ils sont pas, je pense qu'on peut constater qu'ils ne sont pas en position de lancer une guerre ouverte ou une invasion de l'Iran en ce moment. Donc, le premier point, c'est que la population américaine est tannée des guerres au Moyen-Orient après 20 ans de guerre en Afghanistan, en Irak. Juste pour vous donner un exemple, en mars 2003, donc il y avait une énorme propagande pour la guerre en Irak. Puis il y avait 72% des Américains qui étaient en faveur de la guerre en Irak en mars 2003. Mais au mois d'août 2019, il y a 18% des Américains qui veulent un conflit avec l'Iran. Donc ça serait extrêmement impopulaire dès le début, peut-être encore plus que la guerre en Irak en 2003. Puis même la guerre en Irak en 2003, il y avait des millions de personnes dans les rues contre ça. Cette fois-ci, je pense que ça serait peut-être même plus. Puis c'est pas pour rien que Trump, en 2016, avait dit qu'il retirerait toutes les troupes américaines du Moyen-Orient. C'est parce que c'est impopulaire en ce moment. Tu sais, quand on pense à coûter des milliards et des milliards, des milliards de dollars les guerres au Moyen-Orient, les gens se disent, ben, tout cet argent-là pourrait aller à construire des écoles, donner des programmes sociaux. Les gens n'accepteront pas que des milliards soient encore dépensés dans des guerres en Irak dont personne ne veut. En Iran, plutôt. Un autre aspect aussi de cette question-là, c'est le fait que, je l'ai mentionné brièvement au début, l'influence de l'impérialisme américain est en déclin relatif au Moyen-Orient. C'est clair que l'impérialisme américain, c'est le plus puissant du monde. Il n'y a personne qui leur arrive à la cheville. Mais les Américains ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent comme par le passé. Juste la guerre en Irak, en fait. Si on prend cet exemple-là, ils pensaient que ça allait être facile, capturer Saddam Hussein, ça va être fait. Ça ne s'est pas exactement passé comme ça. La guerre a coûté des milliards de milliards. Et le résultat, c'est que l'Irak n'est même pas dans la sphère d'influence des États-Unis, ils sont dans la sphère d'influence de l'Iran essentiellement. Parce que les Américains ont détruit l'Irak, détruit l'armée irakienne, ça a renforcé l'Iran qui était, si on veut, tenu en échec par l'armée irakienne. Puis là, il n'y a plus d'armée irakienne, donc c'est les États-Unis qui ont indirectement renforcé l'Iran au Moyen-Orient. Puis dans les faits, les États-Unis ont perdu la guerre en Irak, au final. Puis si ils ont perdu en Irak, comment est-ce qu'ils pourraient gagner en Iran? L'Iran qui est beaucoup plus puissant que l'était l'Irak. Puis les masses en Iran se laisseraient jamais faire, je pense. Ils ont une armée beaucoup plus puissante que l'Irak et une population qui serait prête à mourir plutôt que d'être réduite en esclavage par les Américains.
Puis même aussi une autre question, c'est est-ce que le moral des troupes américaines serait suffisant pour encore aller au Moyen-Orient? Pourquoi? Il y avait même un article satirique, le Beaverton, c'est au Canada anglais, qui disait les troupes américaines savent plus. Le titre, c'est comme les troupes américaines savent plus s'ils devraient se battre contre l'État islamique, contre l'Iran, contre l'Irak. c'était comme juste une blague pour dire les troupes américaines sont utilisées pour toutes sortes de choses. Mais il y a aussi beaucoup de sentiments anti-guerre, même au sein des soldats irakiens, des soldats américains ou des vétérans. Donc, est-ce que l'Iran voudrait d'une guerre avec les États-Unis? On peut voir dans leur comportement qu'ils ne semblent pas aller dans cette direction-là en ce moment. Donc, ils parlent, des fois, ils ont un langage très guerrier, des fois, mais ils ont répliqué à l'assassinat. Mais c'était quel genre de réplique? C'était intéressant, en fait. Ils ont lancé des missiles sur des bases américaines en Irak, mais des missiles qui étaient facilement détectables, avec l'idée de dire aux Américains, vous aurez le temps de vous en aller, puis le résultat, c'est que personne n'a été tué. C'est une espèce de message, tu sais, on vous fait rien, mais on serait capable, tu sais. Puis c'était comme une offre aux Américains de reculer, tu sais, de ne pas escalader le conflit. Puis c'est ça que Trump a fait. Trump a dit qu'il ne répliquerait pas à ça. C'est quand même assez rare, je pense, dans l'histoire américaine, que des bases militaires sont attaquées puis ils disent « c'est correct, c'est pas grave ». Donc ça montre qu'au final, même s'il y a des individus, certains membres de l'administration américaine, les plus zélés de la gang, puis peut-être même en Iran aussi, qui aimeraient ça, un conflit, on peut dire les classes dirigeantes, dans leur ensemble, n'ont pas intérêt à un conflit ouvert en ce moment. Puis en fait, même, il y a une anecdote qui est sortie que les conseillers militaires de Trump, il avait mis plusieurs scénarios dans sa face sur quoi faire. Puis il avait mis l'assassinat de Soleimani comme le pire scénario pour voir, ça c'est bien trop pire, puis accepter les autres, qui étaient moins pires. Puis lui, il a choisi de tuer Soleimani. Il ne croyait pas qu'il allait le faire. T'sais. Fait que même ses conseillers militaires, c'était pas ça leur intention, à ce qui paraît. Donc je pense que ces éléments-là montrent qu'une guerre ouverte n'est pas à l'horizon dans l'immédiat entre l'Iran et les États-Unis. Puis, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une invasion de l'Iran par les Américains est complètement exclue en ce moment. Mais ça, c'est pas suffisant de dire ça, parce que les tensions ont augmenté, puis il pourrait avoir des conflits quand même, des conflits accidentels aussi, puis des fois, ça peut avoir sa propre logique si ça commence à escalader. Mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est que ce qui va continuer au Moyen-Orient, c'est les guerres, ce qu'on appelle en anglais les proxy wars, les guerres par interposition, je ne sais pas le terme français exact, donc des petites guerres, entre gros guillemets, par des alliés interposés. La guerre au Yémen, en ce moment, c'est une petite guerre qui est en train de complètement dévaster le Yémen. Il y a la moitié de la population du pays qui est au bord de la famine. Puis il y a 70% de la population qui est mal nourrie. Puis des petites guerres comme ça va continuer. Et c'est suffisant pour vouloir lutter contre l'impérialisme sous toutes ses formes aujourd'hui. Puis pourquoi ça continue, ces guerres-là? Parce que la guerre, c'est constamment une menace tant qu'on vit dans un système économique où c'est faire des profits qui comptent avant tout et où il y a quelques grandes entreprises qui profitent de ces guerres-là. Puis en fait, à qui profitent les guerres au Moyen-Orient? On l'a vu avec l'assassinat de Soleimani. Les entreprises d'armement ont vu leur action en bourse augmenter. Tu as Northrop Grumman qui a vu ses actions augmenter de 5%, Lockheed Martin, une autre compagnie d'armement, de 3,6%, et Raytheon par 1,5%. Donc, c'est ces entreprises-là qui se font du cash sur le dos des conflits au Moyen-Orient. Puis il y avait aussi un article qui était sorti, je pense, le lendemain ou le surlendemain de l'assassinat. Puis le titre, c'était Tension Canada, États-Unis-Iran, 2 actions que vous devriez acheter, des choses comme ça. Donc, ça disait que ça suggérait aux investisseurs d'investir dans Enbridge et SNC-Lavalin, qui pourraient être en bonne position de profiter des tensions avec l'Iran. Il y a une anecdote qui concerne, c'était Lénine, un des leaders de la révolution russe. Pendant la Première Guerre mondiale, on lui avait dit « Ah, la guerre, c'est terrible ». Lui, il a répondu « Oui, c'est terriblement profitable ».
Puis je pense que ça exprime froidement la réalité sous le capitalisme, c'est que la guerre, ça profite à des gens, pas à nous, naturellement. Je pense que vous savez à qui je fais référence. Puis justement, Lénine a écrit un livre qui porte sur cette question-là, ça s'appelle L'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Je le recommande à n'importe qui veut vraiment se pencher sur c'est quoi l'impérialisme. Donc, il disait que c'était un stade du système capitaliste où justement les monopoles dominent complètement l'économie, où le capital financier, les grandes banques dominent le monde, où il y a quelques pays puissants, quelques pays justement impérialistes qui dominent le reste de la planète, qui partagent les colonies ou les sphères d'influence pour piller les ressources naturelles, exporter leurs produits, leurs capitaux, faire des profits quick. Puis Lénine expliquait qu'avec une couple de pays impérialistes qui se partagent le monde, mais c'est implicite que chaque nation impérialiste va vouloir se repartager le monde en sa faveur, conquérir des marchés, faire des profits faciles en exploitant des pays étrangers, conquérir d'autres pays par la force. Donc, il expliquait que la guerre était inévitable dans ce setup-là. Puis des guerres comme ça sont inévitables sous le système capitaliste. Puis l'exemple de la guerre en Irak, c'en est un bon, celle de 2003, c'était essentiellement pour mettre la main sur le pétrole en Irak. Puis toute la clique autour de George Bush avait des intérêts dans l'industrie pétrolière. Puis il y avait une compagnie, Halliburton, qui avait reçu les premiers contrats pour reconstruire les installations pétrolières en Irak après l'invasion. Puis ça, c'était l'ancienne compagnie de Dick Cheney, qui était le vice-président américain. Donc, on voit clairement ici l'interprétation de la politique, les intérêts des grandes entreprises et leur lien avec les guerres. C'est clair, les guerres profitent seulement à ceux qui se font du cash sur le dos de milliers de millions de morts. Puis les premières victimes des guerres, c'est les travailleurs et les pauvres. Puis parlant de victimes, en fait, la montée des tensions entre l'Iran et les États-Unis a déjà fait des victimes. Je parle de l'écrasement d'avion qui est survenu en Iran il y a 2 semaines. Donc ça a tué les 176 passagers. Donc ça a été tué il a été atteint par un missile iranien, justement. Vraiment une énorme tragédie qui a vraiment secoué beaucoup de monde. Mais il faut se poser la question, comment est-ce qu'on s'est rendu là? C'est qui est coupable de ça? C'est sûr que le régime iranien est extrêmement discrédité. Ça a montré vraiment leur incompétence totale. Ils ont menti pendant 3 jours. Ils ont nié que c'était eux. Puis ça a créé une énorme colère dans la population iranienne. Puis les manifs contre le gouvernement ont recommencé, ce qui est très intéressant. Puis c'est sûr que le régime iranien est responsable, mais il ne faut pas oublier la suite d'événements qui ont mené à ça. Sans la guerre économique des États-Unis contre l'Iran, sans l'assassinat de Soleimani, ça ne serait pas arrivé. Les États-Unis savaient très bien que c'était une escalade énorme de tuer un général important en Iran et que les conséquences pouvaient être graves. Donc, ultimement, ça revient à l'idée, le principal fauteur de troubles au Moyen-Orient, c'est la classe dirigeante américaine elle-même, d'abord et avant tout. J'ai parlé beaucoup des États-Unis à date. Je pense qu'il faut réserver un mot aussi pour les gentils Canadiens. Hein. Le Canada est souvent le gentil pays à côté des méchants Américains, mais je pense que c'est faux. Le Canada est loin d'être blanc comme neige au Moyen-Orient. Le Canada est aussi une puissance impérialiste. Le Canada offre, en fait, depuis longtemps, un appui presque total à la politique américaine au Moyen-Orient. Le Canada a rompu ses liens diplomatiques avec l'Iran en 2012. Trudeau avait promis de les rétablir en 2015, mais Trudeau a pris l'habitude de renier ses promesses, comme on le sait, et c'est pas arrivé. Il y a encore 800 troupes canadiennes au Moyen-Orient, et le Canada a déployé des troupes en Irak, en Afghanistan. Il y a même aussi Stephen Harper, je ne sais pas si vous avez vu ça, la semaine passée, il est sorti de sa tombe pour venir nous éclairer sur ce qu'il pense de la situation en Iran. Personne n'y avait demandé, mais bon, il s'est dit, je vais le faire pareil. Puis il a dit que ça prendrait un changement dans la nature du régime iranien pour améliorer la situation au Moyen-Orient. Donc il fait juste
sortir de son trou pour justifier les actions des Américains. Trudeau, lui, il a dit que sans l'escalade des tensions au Moyen-Orient, l'avion ukrainien n'aurait pas été abattu. Ce qui est vrai, mais le gouvernement Trudeau refuse de condamner l'assassinat de Soleimani. Puis dans le cas de l'assassinat, Trudeau, en fait, il ne s'oppose pas aux actions des États-Unis en tant que telles. Il s'oppose au fait qu'il n'a pas été consulté. Donc, il est un peu insulté, on le comprend, pauvre lui. Donc, c'est pas exactement ce que j'appelle lutter contre les tensions au Moyen-Orient. Dites-le nous avant, tu sais. Puis aussi, il ne faut pas oublier que le Canada, c'est le deuxième plus grand exportateur d'armes au Moyen-Orient. Puis les compagnies d'armement font énormément de profit en créant la misère dans la région. Le Canada, on le sait, il avait signé un deal de 15 milliards d'armes envoyées à l'Arabie Saoudite, le régime extrêmement démocratique dont j'ai déjà parlé. Puis il y a même des photos qui montrent que ces armes-là, ces tanks-là, sont utilisés dans la guerre au Yémen. Donc le Canada est lui aussi coupable de ce qui se passe au Moyen-Orient et pas juste en Iran. J'ai presque fini. Je pense que ce qu'il faut maintenant se demander, c'est qu'est-ce que nous, on peut faire. T'sais? Je pense que beaucoup de gens voient ce qui se passe au Moyen-Orient puis peut-être se sentent impuissants devant la situation. T'sais. C'est un peu comme si on pouvait rien faire contre ces guerres-là, contre ces conflits-là. Il y a Trudeau, lui, demande de désescalader le conflit. T'sais. Mais ça, en fait, ça signifie seulement revenir à la situation qu'a créé le conflit. Fait que ça ne changerait rien au final de désescalader. Ça fait juste nous ramener au point de départ. Je pense pas que ça devrait être le slogan d'un groupe socialiste aujourd'hui. C'est sûr qu'on doit passer du temps à dénoncer nos impérialistes américains et canadiens, mais ce n'est pas suffisant de juste dénoncer. La guerre en Irak a été dénoncée. Il y avait des millions et des millions de personnes dans les rues qui dénonçaient la guerre. Et la guerre a eu lieu pareil. Parce que les guerres ont lieu parce qu'elles sont profitables. Parce qu'il y a des entreprises d'armement, de pétrole, des banques qui profitent de ces guerres-là. Puis au final, je pense que la perspective qui sort de ça, qui est inévitable, c'est que tant que le système capitaliste va être en place, tant qu'il y a des entreprises qui profitent de la mort de milliers de personnes, les guerres vont être inévitables à un niveau ou à un autre. Et je pense que ça demande que le mouvement contre la guerre lie la lutte à une lutte contre le système capitaliste lui-même. Et qu'on lutte pour une société différente. Qu'au lieu de dépenser des milliards de milliards à construire des tanks, des drones, des bases militaires, on pourrait construire des hôpitaux, des écoles, des transports en commun, des logements. Puis c'est pas quelque chose qui est possible tant que le pouvoir reste dans les mains de ces gens-là qui ont intérêt à construire des tanks, des drones, puis des bases militaires. Donc, il faut lutter pour une société où l'économie n'est pas dirigée en fonction des profits vite, pour une minorité, mais pour satisfaire les besoins des gens. C'est ça, nous, à la riposte, qu'on appelle lutter pour le socialisme aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ce qui se passe au Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'on voit depuis 15 ans? On voit des images de guerre, de famine, de sectarisme religieux, de terrorisme, de chaos, tout ce que vous voudrez. Puis c'est vraiment facile de tomber dans le pessimisme si on se tient juste à ce côté-là des choses. Tu sais que c'est pas possible d'arrêter les guerres, puis encore moins de changer le système. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'événements au Moyen-Orient et ailleurs qui permettent de tirer d'autres conclusions, en fait. J'ai déjà mentionné la révolution au Liban, qui n'est pas finie d'ailleurs. Il y a encore des gens dans la rue au Liban au moment où on se parle. Il y a eu les manifs de masse en Irak. Il y a aussi les manifs qui ont recommencé en Iran en ce moment. Puis je pense qu'on a toutes les raisons de croire que tôt ou tard, les masses au Moyen-Orient vont être capables de renverser leurs oppresseurs et aussi de sortir l'impérialisme américain de là. C'est la job des masses iraniennes elles-mêmes de renverser leur propre gouvernement. Puis c'est facile aussi d'oublier, quand on regarde le chaos, le sectarisme religieux au Moyen-Orient, c'est facile d'oublier qu'en Irak, en Iran et dans plein d'autres pays, il y a une forte tradition, il y a une histoire de tradition socialiste et communiste très profonde dans la région et qui peut revivre aujourd'hui.
Puis même dans les manifs récemment en Iran, il y avait des slogans extrêmement radicaux. Donc des gens qui disent « on veut pas d'un gouvernement islamique, mort aux dictateurs ». Il y avait même un groupe d'étudiants à une université de Téhéran. Il disait un truc que je vais citer qui est vraiment intéressant. Il disait « Au cours des dernières années, la présence des États-Unis au Moyen-Orient n'a posé que le chaos et l'instabilité. » C'est vrai. Notre position devant eux a déjà été décidée, mais en même temps, on est bien conscient que l'aventurisme des Américains ne devrait pas être une excuse pour justifier la suppression à l'interne. Si la sécurité nationale est devenue un mot-clé ces jours-ci, c'est le temps pour nous de se demander sécurité pour quel groupe, quelle classe et quelle couche de la société. Donc ça, c'est un groupe en Iran, un groupe d'étudiants qui réalise, oui, l'impérialisme américain, sortez d'ici, mais ça ne devrait jamais être une excuse pour ne pas lutter contre notre propre gouvernement. Puis il y avait même des gens en Iran qui scandaient dans les rues, ils nous mentent que notre ennemi, c'est les États-Unis, notre ennemi, il est ici. Et c'est une bonne position, je crois, pour des militants en Iran. L'ennemi premier, il est à la maison. Puis nous aussi, notre ennemi premier, il est ici, dans notre pays et en Amérique du Nord. Je pense que pour nous, la meilleure façon qu'on peut aider à résoudre le chaos au Moyen-Orient, c'est en luttant pour une révolution ici, pour renverser nos exploiteurs ici au Canada et au Québec. Puis si on regarde l'histoire, c'est comme ça que les guerres prennent fin. La Première Guerre mondiale, comment elle a fini? Ça a fini par une révolution en Allemagne. Des marins qui n'ont pas voulu aller combattre, les travailleurs qui sont soulevés partout dans le pays, et l'Allemagne n'a pas eu le choix de se retirer de la guerre, parce que les dirigeants allemands comprenaient très bien, ils avaient bien plus peur de leurs propres travailleurs que des autres pays. Puis c'est ça, en général, la classe dirigeante a plus peur de ses propres travailleurs que des masses en Iran, ou des dirigeants en Iran, en fait. Puis donc, ultimement, c'est des révolutions qui peuvent mettre fin aux guerres. Puis c'est quoi une révolution? Ben c'est simple, c'est quand les masses de gens ordinaires veulent prendre le contrôle de leur vie, veulent se soulèvent puis veulent prendre le contrôle de la politique. Puis si on regarde partout dans le monde, pour revenir à l'idée du monde en révolte, ben c'est ça qu'on voit partout aujourd'hui. Il y a de plus en plus de gens qui se radicalisent, qui veulent se soulever. Les gens réalisent, on n'a pas besoin souvent d'expliquer aux gens que les grandes entreprises contrôlent les politiciens. La plupart des gens le savent instinctivement. Et les gens voient les grands hommes d'affaires recevoir plein de cash du gouvernement, puis juste le cacher dans les paradis fiscaux, pendant que monsieur et madame tout le monde voient leur salaire diminuer, il y a des coupes dans les programmes sociaux, etc. Et aussi pendant que des inconnus, des innocents, meurent dans des conflits qu'ils n'ont pas créés. Le monde voit ça, et ça radicalise beaucoup de gens. Puis donc, les capitalistes veulent nous entraîner dans des guerres dont personne ne veut. Ça, c'est un côté de l'équation, mais de l'autre, il y a des révolutions, des mouvements qui sont extrêmement inspirants et qui doivent nous donner toutes les raisons du monde de penser qu'on peut changer les choses. C'est juste, j'ai déjà parlé du Liban, de l'Équateur, du Chili. L'année passée, il y avait l'Algérie, le Soudan, il y a eu des révolutions là-bas. Il y a eu les Gilets jaunes qui... La France, ça n'arrête juste pas, en fait, ce qui est une très bonne chose. Et donc, on a des raisons d'être optimiste, qu'on peut arrêter nos oppresseurs par une révolution. Mais on ne peut pas simplement attendre la révolution en faisant rien, parce que, bon, ces révolutions-là, je crois, vont venir, quoi qu'on fasse. Mais la question, c'est est-ce que les révolutions peuvent gagner? Puis pour qu'ils gagnent, il faut avoir la bonne perspective. Il y a une révolution en ce moment au Liban, mais ça se peut que ça arrive à un blocage à un moment donné s'il n'y a pas une perspective concrète de pas juste... Les gens savent ce qu'ils veulent pas, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on veut aussi. Fait qu'il faut lutter pour un programme clair. Puis nous, à l'ARPA, c'est ça qu'on essaie de faire. On est socialiste, on s'en cache pas. On pense que c'est une alternative au chaos qu'on voit partout dans le monde en ce moment. Puis on n'est pas juste présent à Montréal ou à l'UDM. On soutient la Tendance marxiste internationale, un groupe de militants marxistes présents dans une quarantaine de pays qui font la même chose qu'on fait ici, de l'éducation politique, qui essayent de gagner des gens aux idées socialistes.
Puis je pense que c'est quelque chose qui doit être fait si on veut construire une société meilleure, où il n'y en aurait plus de raison de construire des drones et des tanks. Puis on pourrait enfin mettre fin à toutes ces guerres-là au Moyen-Orient et ailleurs. Donc je vais m'arrêter là-dessus. Je vous invite à amener n'importe quelle question ou commentaire que vous avez. Et donc, oui, je vais m'arrêter là. Merci.